Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, Emmanuel Macron a-t-il réussi à embraser la France pour une réforme des retraites? Le gouvernement a décidé, comme vous le savez, de passer en force avec le 49.3. Les Français se révoltent et semblent décider à ne plus céder. Alors à quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour partager cette émission, pour cliquer sur le pouce en l'air et puis bien sûr pour laisser vos commentaires pour toutes vos suggestions. Allez, c'est parti. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes le président des Patriotes, mais les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent bien. Vous êtes sur la ligne de crête depuis plus de 3 ans. Avec la crise du Covid, vous avez manifesté pour nos libertés. Aujourd'hui, vous organisez samedi une manifestation. Ce samedi, donc après-midi, donc dans quelques heures, une manifestation pour renverser le gouvernement. Est-ce que Florian Philippot est devenu révolutionnaire? Je l'ai toujours été, je crois. Non, mais oui, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, révolution politique. On est obligé d'être révolutionnaire. Quand on voit l'ordre établi, on a envie d'être révolutionnaire. Pas sanguinaire, hein, mais révolutionnaire, dans le sens où il faut arrêter tout ça. Alors effectivement, nous avons une manifestation ce samedi, là, le 18 mars, je crois, aujourd'hui, qui est à 14h, Paris, Port-Royal, RER. Vous savez, le départ, c'est là. Il faut être là, très nombreux. C'est à côté de la closerie des Lilas. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la closerie des Lilas. Nous sommes dans une autre ambiance. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. On vient avec des drapeaux français, avec son énergie. Il y aura beaucoup de monde. Je suis très heureux parce que nous avons réussi, au-delà des patriotes organisateurs, à avoir des représentants de 4 mouvements politiques. Je crois que c'est une première. On a DLF, une intervention de Nicolas Dupont-Aignan. On aura représentant de VIA, La Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson. Nous aurons Génération Frexit. Et nous aurons Solidarité et Progrès, excusez-moi, de Jacques Chemilan. Voilà, je suis désolé, c'est le plus récent. Il fait des manifs avec nous depuis moins de temps, donc je l'avais moins en tête, qu'il me pardonne. Mais je suis très heureux en tout cas qu'on ait, au-delà des patriotes, 4 mouvements politiques. Alors, on avait prévu cette manifestation comme une marche nationale pour la paix, alors on en parle moins dans l'actualité, mais malheureusement ce qui se passe en Ukraine, vis-à-vis de la Russie, de la Chine aussi, est quand même très inquiétant. Donc il faut manifester pour la paix. Mais c'est vrai que vu le contexte, vu le climat bouillonnant, explosif, avec ce qui va se passer lundi, là, hein, la motion de censure transpartisane, il faut absolument faire pression. Là, on a quelques heures pour faire pression sur les députés pour qu'ils votent cette motion de censure transpartisane qui entraînera la fin de cette réforme insupportable des retraites et le renversement du gouvernement macroniste. Voilà, dehors, on les met dehors. Et donc, effectivement, c'est une manifestation de fait pour faire pression, pour renverser le gouvernement. Et il faut être extraordinairement nombreux. Voilà, moi j'appelle tout le monde à venir. Nos manifestations sont sécurisées, parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui ont peur de venir pour cela. Bah oui. Ce n'est pas le cas chez nous, il n'y a pas de problème. Il faut venir très nombreux et faire venir. C'est une occasion, ou jamais, j'ai envie de dire, c'est une occasion historique. Alors, vous avez parlé de la motion de censure qui sera votée lundi. On va revenir un petit peu en arrière, à jeudi, et à l'annonce du 49.3, donc invoqué par Elisabeth Borne. On va revoir ces images. Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les 2 assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les 2 assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.
Il y avait de l'ambiance visiblement au Palais Bourbon. Est-ce que vous déplorez cela? Parce que beaucoup ont déploré une forme de ZAD, une zadisation de l'Assemblée nationale. Non mais attendez, ils savent ce que c'est que les débats sous la Troisième République. On a eu 10 fois pire que ça, 1000 fois pire que ça. J'ai vu qu'Elisabeth Borne le soir sur TF1 est venue pleurnicher en disant « ils étaient très violents avec moi », etc. C'est violent ça? Elle dit « j'ai entendu des cris, moi j'entends la Marseillaise oui, ». Si elle considère que les cris c'est la Marseillaise, c'est très, très révélateur. Enfin écoutez, c'est eux qui sont d'une violence absolue avec ce 49.3, avec cette réforme qui est dictée par l'Union européenne, par BlackRock et qui est faite évidemment contre l'intérêt des Français avec des raisons, des motivations mensongères depuis le début. Voilà, ils déchaînent la violence et depuis des années et des mois là, avec cette réforme des retraites, ils nous brutalisent. Vraiment, ces macronistes considèrent qu'il y a 68 millions de prisonniers en France et eux, c'est les matons. Ils sont là pour nous donner des coups de matraque, nous faire rentrer dans la cellule quand ils estiment que c'est le couvre-feu, qu'on doit se taire, qu'on doit être gentil, voilà. Je ne suis pas d'accord avec cela. Alors là, pour moi, l'Assemblée fait le quart encore de ce qu'elle devrait faire, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils auraient dû voter une motion de censure. Il y a déjà eu 10 49.3. Voilà, c'était le 11e, là. Bah oui, attendez, il y a 10 occasions déjà. Il y a eu 10 occasions de voter le renversement de ce gouvernement. Je sais pas, ils aiment bien être traités en paillasson, qu'on les piétine. Ils ont un goût du masochisme avancé, ces députés, pour accepter d'être si maltraités depuis des mois et des mois par ces macronistes, alors que les macronistes sont minoritaires dans les rangs de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est paradoxal. Donc, enfin, ça se réveille un peu, tant mieux. Je crois qu'enfin, ils vont être un peu intelligents et déposer une motion de censure. C'est-à-dire, c'est fait, hein, transpartisane. Enfin, on a envie de dire, c'est quand même incroyable. Il a fallu attendre le 18 mars pour avoir cela. Eh bien, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à la voter. Voilà. Et Mme Borne ira tricoter chez elle. En tous les cas, on a le sentiment... C'est peut-être sexiste de dire ça, donc... Ah oui, attention, alors tricoter ou bricoler. Bricoler, voilà. Bricoler. On a le sentiment tout de même que cette histoire de motion de censure est un peu compliquée dans le sens où on a vu que les députés de la NUPES veulent pas signer et veulent pas voter une motion de censure du RN. Le RN veut bien le faire parce que c'est aussi une façon d'écraser un peu la NUPES. Enfin, il y a un drôle de jeu politique qui s'organise autour de cela et finalement, il faut que ce soit les députés de l'IOT qui finalement organisent, j'allais dire, l'opposition. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, on a compris que RN et NUP, on n'arriverait pas à les mettre d'accord. Et donc, on a compris qu'il fallait un acteur tiers pour peut-être débloquer la situation. Donc, ce petit groupe que personne ne connaissait, 20 députés, Liberté, Indépendants, Outre-mer, l'IOT, a déposé une motion de censure avec le doyen, je crois que c'est le doyen de l'Assemblée, Charles de Courson. Bon, écoutez, au moins là, le RN et NUP enlèvent leur motion, ils annoncent qu'ils vont la voter. Il faut espérer maintenant qu'il y ait suffisamment de LR, voire peut-être quelques macronistes, on ne sait jamais, ou ex-macronistes, pour la voter et pour que ça passe. Et pour ça, vous savez, moi j'ai vu un sondage qui est sorti là jeudi soir, c'était Harris Interactive, 71% des Français voteraient la motion de censure si c'était à nous de la voter. 71%, c'est énorme. Et alors, je regardais parmi l'électorat LR, 53%, donc majoritaire. Vous voyez ? Donc, légère majorité, mais majorité oui, mais c'est la première fois. Avant, c'était toujours minoritaire. Et c'est tellement contraire à ce que disent Ciotti, Retailleau, Olivier Marleix, très décevant, parce qu'on avait quelque espoir au début dans Olivier Marleix, parce qu'il a quand même été courageux sur Alstom. Absolument. C'est lui qui a dénoncé le pacte de corruption de Macron sur Alstom, qui a même porté plainte. Qui est toujours en justice, d'ailleurs. Qui est devant le PNF. Mais là, lui, il est en plein pacte de corruption morale avec Macron, si vous voulez. Là, il s'est vendu pour un plat de lentilles. Enfin, c'est honteux. Donc moi, si vous voulez, Olivier Marleix, c'est fini, quoi. Enfin, ça n'a jamais trop commencé, mais enfin là, c'est totalement fini. Et donc, nous en sommes là. Donc, il faut espérer cela et il faut faire pression. Donc, il y a nos manifs, il y en aura d'autres. Il faut être très nombreux, très très nombreux. Ça les impressionne, vous savez. Ils regardent ça avec intérêt. Et puis écrivez là, dans les heures qui viennent, à votre député. Notamment si vous êtes dans une circonscription avec un député, les Républicains, c'est eux qu'il faut cibler en priorité. Écrivez-leur massivement. Ils sont impressionnés par le nombre de courriers qu'ils reçoivent ou le nombre de mails. Il ne faut pas croire que ça ne joue pas. Ça joue sur leur morale et leur manière de percevoir les choses. Oui, et puis sur leurs espoirs de réélection. C'est juste pour ça. Alors, nous n'avons pas grand espoir sur la capacité de ces gens-là à se projeter dans l'intérêt national, dans une France apaisée dans 15, 20, 30 ans, qui pourrait offrir une perspective de bonheur aux générations qui arrivent. Je crois que ça leur passe 3000 km au-dessus de la tête, ça ne les intéresse pas beaucoup, peut-être sauf très rares exceptions. Mais non, ils sont intéressés uniquement, vous avez raison, par leur réélection. Alors jouons sur ça. Voilà. C'est notre marge de manœuvre, alors jouons sur ça.
Alors juste après le discours d'Elisabeth Borne qui a annoncé donc sortir le 49.3, on va écouter quelques réactions politiques, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Je trouve important, significatif, emblématique qu'il ait fallu cet article 49.3 pour la 100e fois pour passer par-delà la volonté du peuple. Et bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Mais bien sûr, c'est inadmissible. Évidemment. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49.3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Vous êtes d'accord avec tout ce que Marine Le Pen vient de dire? Cette réforme était mauvaise ou est-ce que tout simplement elle était inopportune en termes de temporalité? Les Français souffrent, on va en parler juste après, d'un pouvoir d'achat qui décline, de l'inflation, de la crise énergétique. Est-ce que c'est une question de moment en fait le problème? Non, je pense que sur le fond, cette réforme est un vrai problème. Même si nous étions en période faste, on en est loin, cette réforme n'aurait pas de sens. Elle ne serait pas acceptée, je le pense, parce qu'elle est fondée sur des arguments mensongers. Moi, je vais un cran beaucoup plus loin que Marine Le Pen dans l'explication. Parce que je vois qu'elle dit qu'elle est mal conçue, mal présentée, ça je m'en fiche, la com. Non, il y a un problème de fond. En fait, on vit en ce moment la post-démocratie. Il faut que les gens comprennent cela. Nous sommes en train de vivre l'imposition supranationale. C'est-à-dire qu'on nous impose par en haut, au forceps, par Bruxelles, quelque chose. C'est une fake news, ça. Non, d'accord. Alors, le gouvernement espagnol dit on fait la réforme des retraites parce que l'Union européenne nous le demande. Le gouvernement belge dit on fait la réforme des retraites parce que l'Union européenne nous le demande. Belgique, Espagne, entre les deux, il y a un pays qui s'appelle la France. Ben, écoutez, on est exactement dans la même situation. Bien sûr que c'est une demande de l'Union européenne, mais Macron, il souscrit largement. Ça ne déresponsabilise pas Macron, ce que je dis. Il est d'accord avec ça. Mais l'Union européenne elle-même étant le relais, la caisse de résonance des grands lobbies qui veulent privatiser le marché des retraites. Chacun l'a compris. Avec 43 annuités, 64 ans, personne quasiment n'aura sa retraite complète. Donc ceux qui pourront iront capitaliser, se payer leur propre retraite. Et pour ça, vous avez des marchands de retraite, BlackRock et d'autres. Enfin, c'est assez simple à comprendre. Ils font la même chose dans l'hôpital et la santé. Ils privatisent pour que ce soit récupéré par les assureurs privés, etc. Donc là, on en est là. Bon, mais les Français doivent se rendre compte qu'ils vivent ça. En tout domaine, pas que sur les retraites. Ils vivent l'imposition fédérale, supranationale. Et là, on doit continuer de faire croire qu'on est dans une démocratie. Avec les manifs, les jeux à l'Assemblée, au Sénat, etc. À un moment, il va falloir casser le système, débloquer mais alors justement, le système. Si on ne le casse pas à l'Assemblée, si on le casse pas en manif, qu'est-ce qu'on fait? Si, là, on peut le casser un peu. On peut commencer de le casser. Si cette motion de censure passe, ça fêle, il y aura une fêlure dans le système, très forte. D'abord parce que ça dégage cette réforme, première chose, très très bien. Deux, le gouvernement est renversé, très très bien. Ça met Macron dans une grande difficulté et je pense que ça si vous voulez, il sera anesthésié pour les 4 ans qui restent, s'il reste 4 ans, et j'espère qu'il partira avant. Donc, si vous voulez, c'est quand même, rien que ça, c'est déjà énorme. Et puis, le système européen, bruxellois, va rentrer en mode panique, en disant, mais malgré cette imposition supranationale, on n'y arrive pas. Voilà. Et le peuple français va retrouver un peu de... Vous imaginez comme ça serait bon pour le moral des gens? Une victoire. On a eu tellement de défaites, de coups sur la tête, ou de semi-victoires, mais sans s'en rendre compte, parce que c'est jamais éclatant. Mais on a réussi, par la mobilisation, par la résistance, à éviter le retour, par exemple, du masque obligatoire, ou à repousser des réformes, ou à les annuler. Il faut qu'on s'en rende compte. Sinon, si on ne faisait rien, il se passerait des choses bien pires. Je veux que les gens en soient bien conscients. Mais à aucun moment, on s'est dit... Depuis le début de la Macronie, on ne s'est jamais dit, là, on a réussi, un truc incroyable. Mais là, on aurait réussi un truc incroyable. Et pour le moral des gens, et le moral, c'est la base de la combativité. Vous ne gagnez pas une guerre avec une armée de dépressifs. Voilà. Par contre... De l'intérêt de nous rendre dépressifs. Bien sûr qu'ils veulent nous rendre dépressifs. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau. Il faut continuer de se voir entre nous. Les mobilisations, les manifs servent aussi à ça. Je dirais même peut-être d'abord à ça. Que les gens se voient, sortent de l'isolement et tissent des liens d'amitié,
de réseaux de résistance, de militantisme ensemble. C'est très important. Alors, juste après donc ce 49.3, on a vu les réactions de l'opposition, mais fait plus rare, on a vu des manifestations plus spontanées. Alors, bien entendu, qu'il y avait sans doute les syndicats, les partis politiques qui étaient opposés, qui avaient annoncé qu'il faudrait se mobiliser, mais il y avait quand même une forme de spontanéité chez les Français, donc notamment dans les rues de Paris, on y reviendra juste après, mais il y avait également de grosses manifestations dans plein de villes de France, et on a vu cette image tournée à Dijon. J'aimerais qu'on la commente. Alors, on ne voit pas très bien, mais alors ce sont 4 mannequins, Emmanuel Macron évidemment et Elisabeth Borne, Olivier Véran et Monsieur Dussopt aussi, le ministre du Travail. Est-ce que ces images vous choquent? Non. Non. Je ne le fais pas moi dans mes manifs, parce que je ne suis pas là. Il y a peut-être des gens qui seraient choqués, je ne suis pas là pour ça. On fait autre chose. Vous savez, nous on s'est attaqué au drapeau européen, au drapeau de l'OTAN. Alors ça a déjà choqué la bien-pensance, mais peu importe, on le fait. Mais qui sème le vent récolte le feu. Ça va, c'est pas des vrais gens qui ont été brûlés. Là, ça m'aurait choqué. Tu viens de le dire. Voilà. Je précise quand même. Ça va. Vous savez, quand vous pressurez un peuple, que vous le tabassez, parce que là, c'est des mannequins qui sont brûlés, mais les gens qui ont perdu un œil, qui ont eu une main arrachée dans les manifs, gilets jaunes et autres, eux, c'est pas un mannequin qui a perdu un œil ou sa main, c'est des vrais gens. Même des gens qui sont morts, on oublie, des coups de LBD se sont pris, cette vieille dame qui s'est pris un LBD par sa fenêtre, etc. Tout le monde a oublié. Une grenade, pardon. Le désencerclement, c'est ça, ou je ne sais quoi. Enfin, quasiment des armes de guerre pour le maintien de l'ordre. C'est ridicule. Enfin, c'est même pire que ça, c'est criminel. Bon, tout ça, c'est de la violence réelle, là, pour le coup. Ce qu'ils font, là, aller nous imposer une réforme dont personne ne veut, avec des arguments mensongers, des 49.3 en pagaille, etc., c'est d'une violence inouïe. Parce que travailler 2 ans de plus, et sûrement plus pour certains, dans les conditions actuelles, c'est parfois mener les gens à la mort. Il y a des choses concrètes derrière toutes ces réformes-là. Il y a des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on va amener des gens à une grande précarité. Des gens qui vont tomber dans la misère noire, ou qui vont devoir travailler plus alors que c'est déjà très dur, que leur corps est foutu, leur corps est massacré, leur dos, leurs articulations, etc. Et leur morale aussi. Et on va leur imposer ça. Il leur reste peut-être quelques années à vivre, vu leur espérance de vie. Dans certaines professions, l'espérance de vie est basse. Ils pourraient au moins jouir un peu de leurs petits-enfants, quelques loisirs, etc. Ils ont peut-être mis quelques sous de côté, un petit voyage sympathique. Ben non, même pas. Parce qu'on va leur prendre 2 ans de vie. Écoutez, ça, pour moi, je trouve ça très violent. Alors, s'ils veulent éviter ce genre de scène, qu'ils traitent bien le peuple français, qui se souvient qu'on n'est pas 68 millions de prisonniers et eux les matons. Normalement, on est dans le même peuple. Et normalement, ils doivent dialoguer avec nous. Ils doivent nous écouter et ils doivent normalement même prendre leurs ordres chez nous. Parce que normalement, le souverain, c'est pas eux, c'est nous. Je le rappelle, c'est quand même écrit dans notre Constitution. Bon, donc, si chacun respecte l'autre, ça se passera bien. Sinon, ça va continuer à dégénérer comme ça. Voilà, c'est tout. Et puis, quelle hypocrisie. Moi, j'entends les cris d'orfraie. Mais qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet ? Quand on est sur les Champs-Élysées, le défilé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, des choses comme ça, mais en vrai. Je ne porte même pas de jugement, je dis simplement, il faut être cohérent. Ou alors, Emmanuel Macron, Mme Borne et tout nous disent on arrête le 14 juillet parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, etc. Et que je suis terriblement choqué. Mais ils diront évidemment pas ça, et je ne leur demande pas de dire ça. Donc, un peu de sérieux. Ils vont jouer sur ça pour essayer de se victimiser. J'ai entendu que les députés Renaissance appelaient une protection policière. C'est une indécence terrible. C'est d'une indécence terrible. Ils sont indécents de toute façon, tous ces gens-là. Ça fera des policiers en moins pour le maintien de l'ordre. Mais c'est terriblement indécent. Les sénateurs, par exemple, qui ont voté la réforme, eux, sans supprimer leur propre régime spécial, qui leur assure pour un seul mandat 2190 € net par mois de retraite, quoi qu'il arrive, un seul mandat. La retraite à 62 ans, ils ne l'ont pas touché, pas 64. Et 2 mandats, 4400 € net par mois, 2 mandats. Mais ça, c'est violent. Ça, c'est très violent. Quand vous supprimez, par contre, le régime spécial de l'éboueur et que vous gardez le vôtre, alors que vous êtes déjà bien au-dessus de la moyenne nationale en termes de richesse,
et que vous travaillez dans des conditions quand même très très agréables, c'est insupportable. C'est d'une violence inouïe, ils ne se rendent pas compte tous ces gens. Ils se rendent pas compte. Alors justement, vous évoquez les éboueurs, on sait qu'il y a une grosse grève dans cette profession, il y a également des grèves dans les centres d'incinération. De ce fait, la capitale est devenue, enfin du moins, est encore pire que d'habitude, et est devenue une poubelle géante. C'est le cas de plein d'autres villes de France. Est-ce que vous trouvez que c'est un moyen comme un autre en fait, pour faire pression ? La reine des rats qui préside aux destinées de cette ville, Madame Hidalgo, puisque c'est son surnom à Paris, la reine des rats, eh bien, je crois qu'elle nage en plein bonheur dans cette marée de poubelles et d'ordures. Bah écoutez, je subis moi-même, juste sous mes fenêtres, là, j'ai une montagne moi d'ordures, bon, en face aussi parce qu'il y a un restaurant, bon, c'est encore pire d'ailleurs. C'est comme, tant pis, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Moi, je demande juste une chose, c'est que les agents municipaux poussent pour que les gens en fauteuil roulant puissent passer sur les trottoirs. Ça quand même, là, et parfois, il y a des petits problèmes là-dessus. Il ne faut pas encombrer les trottoirs pour eux. Ça, c'est quand même très important. Pour le reste, écoutez, il faut pas casser les grèves. Pas pour un enjeu aussi important. Voilà. Les éboueurs, vous savez, c'est ceux qu'on appelait les travailleurs de première ligne pendant le Covid. Les premiers, les derniers de cordée, premiers de corvée, tous ces jeux de mots qui ont été faits. Premiers de corvée, première ligne, on les a applaudis avec les soignants parce qu'effectivement ils étaient là. C'est un boulot éreintant, enfin crevant, insalubre. Ils sont très très mal payés. En moyenne, ils sont à 1 300 €. En fin de carrière, au mieux, à 2 200 bruts. Donc écoutez, là on parle de 2 ans de travail en plus, une chute de leur retraite forcément, du niveau de leur retraite, subissons pendant 2 semaines ça. Et si ça peut faire pression, tant mieux. Et quand vous entendez les appels à la grève générale, alors que la situation économique, il faut bien le dire, est quand même pas reluisante non plus, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il faut bloquer le pays? Est-ce qu'il faut bloquer l'économie? Il faudrait... nous, vous savez, on a bloqué les Champs-Élysées aux Patriotes. Un matin, on a pris nos voitures, camionnettes, on a même loué des camions, etc. On a bloqué les Champs-Élysées. C'est assez facile, d'ailleurs. C'est ça que je le dis quand même. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est assez facile. La police met pas mal de temps à comprendre ce qui se passe et à intervenir. On était à 150 mètres du palais de l'Élysée. Au moment où ils ont décidé quand même, hop, il y a une voiture qui nous a barré la route. Ils ont compris qu'il se passait un truc. Surtout qu'on mettait les fumigènes sur les champs et tout. Donc ça a commencé à... Et en fait, alors, totalement illégal. D'ailleurs, le policier, c'est drôle, il vient me voir, il me dit, vous n'avez pas déclaré la manif? Mais je dis, vous voulez que je déclare des choses illégales? Il me dit, ah oui, c'est vrai. Bon, au passage. Non mais, voilà. Donc oui, le blocage, je pense que ça aura un impact énorme. Regardez 95, quand les routiers ont tout bloqué. Mais là, ils ont acheté les syndicats de routiers juste avant le blocage en leur offrant un régime spécial de retraite, en le finançant. Vous avez vu ça. Donc il n'y a pas eu le blocage par les routiers. Alors je pense que ça aurait été... C'est intéressant parce que ça, très efficace. Je vous interromps, mais ils avaient fait un peu pareil au moment de l'obligation vaccinale et du pass vaccinal. Certaines professions, notamment la police, étaient exemptées. Tout à fait. Et les routiers, les restos routiers ont toujours été exemptés de pass sanitaire. Absolument. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ce qui fait que nous, on n'a pas eu les convois de la liberté à la canadienne. Absolument. Qui ont été très efficaces. Ils savent ce qu'ils font. On voit à quel point ils sont machiavéliques. C'est terrible. C'est diviser les gens, les monter les uns contre les autres. Ça serait très efficace. Après, il faut être réaliste. Aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions d'un blocage du pays. Nous ne les avons pas parce que faire grève aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Les caisses de grève ne suffisent pas. Et dans une période d'inflation, chaque centime compte, on le sait bien. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de déclencher une grève générale. En plus, comme on a dit qu'ils étaient machiavéliques, ils achètent les professions les plus perturbatrices. Donc, c'est compliqué, mais il faut faire le maximum. Il y a quand même une montée en résistance, une montée en tension dans le pays, une montée en efficacité. Mais qu'est-ce que c'est malheureux qu'on soit obligé d'en passer par là. Moi, je n'ai pas de fantasme du blocage de la France. J'aimerais vivre dans une France qui soit prospère, qui travaille bien, qui soit heureuse, qui soit belle, qui soit grande, qui soit indépendante. Je n'ai aucun fantasme de tout ça, de voir des mannequins brûlés, de voir des blocages. Je préférerais m'en passer. Mais si on doit en passer par là, passons-en par là. Mais on pourrait tellement régler le problème en fait tellement facilement, surtout quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale d'opposition. C'est ça que j'ai eu du mal moi à comprendre au début. On a une majorité d'opposition et ça fait bientôt 1 an qu'on est là-dedans et on n'arrive pas à débloquer la situation. C'est juste insupportable, c'est juste inadmissible. Nous avons les clés pour débloquer la situation. Et alors, ce qui se passe en ce moment est peut-être si vous voulez, l'étincelle qui va déclencher la mobilisation et la résistance suffisante.
Et alors justement, on parlait tout à l'heure de motion donc de censure. Si le gouvernement reçoit ce camouflet de l'Assemblée nationale, il faudra dissoudre en théorie, sauf si Emmanuel Macron a une idée lumineuse. Qu'est-ce qu'il faut attendre de futures élections législatives? Parce que si je peux me permettre, après le premier quinquennat Macron, il était impensable de croire qu'Emmanuel Macron serait réélu aussi facilement que ça a été le cas. Alors, bon, s'il y a une motion de censure, le gouvernement doit présenter sa démission. Emmanuel Macron n'est absolument pas obligé de dissoudre. Non. Est-ce qu'il le ferait vraiment? Écoutez, moi je crois que s'il dissout maintenant, en plus dans ces circonstances-là, qui fait un peu de dissolution de rancœur, vous voyez. Enfin, là aujourd'hui, il a 250 députés. Il passera à 120. Ça va être de la bérésina. Enfin, tant mieux, hein. Tant mieux. J'en serais très heureux, mais ils vont les faire, ces calculs-là. Donc, est-ce qu'il va vraiment, là, il parle de... Là, il dit, je vais dissoudre, mais ça, c'est pour impressionner les LR. Mais est-ce qu'il ne va pas pouvoir compter sur une forme de partie de l'ordre encore? Parce que là, on le voit bien, ces images qui tournent sur tous les médias, qui globalement sont quand même unanimes, on va dire. Ils sont macronistes. Assez peu critiques à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron. On voit bien comment ces affaires de mannequins sont montées en épingle, comment sont plus diffusées les images de poubelles en feu que des manifestants calmes. Est-ce que ça ne va pas les susciter un petit peu, ce fameux parti de l'ordre? Oui, mais Macron n'est pas De Gaulle de 1968. Il va nous jouer le coup de la chienlit, etc. Sauf qu'il n'est pas De Gaulle, si vous voulez. Il n'est pas De Gaulle qui veut. Bon, on a vu ça tourner, je fais une petite digression, enfin, on a vu ça tourner en Afrique récemment. On a vu la différence de niveau, si vous voulez. Bon, il y avait quand même des images assez incroyables, assez amusantes. Enfin, navrantes pour la France. Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'il puisse beaucoup jouer là-dessus parce qu'il apparaît comme le facteur de désordre. Voilà. Donc moi, je dis, je ne sais pas, est-ce qu'il va vraiment dissoudre? Là, je pense, pour l'instant, il sort cet argument comme une menace pour impressionner les députés LR, pour qu'ils ne votent pas la motion de censure, mais est-ce qu'il le ferait vraiment? Après, s'il le fait, écoutez, on ira aux urnes, très bien. Ce qu'il faudrait, c'est que des vrais résistants soient élus. Je parle pour moi-même, mais pour plein d'autres, c'est-à-dire des gens qui défendent vraiment le Frexit, qui défendent vraiment la sortie de l'OTAN pour éviter la guerre mondiale, qui soient très cohérents, très clairs sur les liens oligarchiques et sur la dénonciation et la proposition d'une vraie alternative. Il en faudrait des vrais résistants. On se battra en rassemblement souverainiste, et il le faudra, et les patriotes se battront pour qu'il y ait un rassemblement le plus fort possible. Bien sûr, on fera tout ça, on fera en sorte que la Macronie soit la plus faible possible et qu'en fait, on congèle complètement le reste de son quinquennat. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Mais surtout, je vous dis une chose... Enfin, si je peux me permettre, si on continue de gouverner avec un 49-3, on ne congèlera rien du tout. Hein. Si, parce qu'après ça, vous ne pouvez plus... Mais s'il se retrouve avec beaucoup moins de députés, c'est fini. Le 49-3 ne passe plus jamais. Donc, ce qui est très important surtout, c'est que les Français vont retrouver le moral. Ils vont retrouver confiance en eux. Ils vont se dire, on peut gagner, on peut les défaire. Et cette bataille-là, cette victoire-là, on entraînera d'autres. Ça, j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans un cycle vertueux, vous voyez, qu'on sorte de cet enchaînement de défaites et qu'on aille, grâce à une première victoire, vers un enchaînement de victoires. Ça, j'y crois profondément. Donc, je pense que c'est très important. Je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez précisé tout à l'heure que Emmanuel Macron, justement, brandissait la menace de la dissolution, notamment pour les députés LR. C'est très important que les téléspectateurs comprennent pourquoi. C'est que, finalement, LR ne veut pas voter les motions. Et donc, si les députés votent, ils ont des chances de perdre leur investiture du parti et donc, de fait, de ne pas être réélus. D'où l'intérêt, d'ailleurs, d'écrire aux députés des circonscriptions, si vous souhaitez qu'ils votent la réforme, justement pour expliciter cela. Si on revient... même aller plus loin, parce que on a appris par Le Parisien que Bruno Le Maire appelait les députés LR et leur disait écoute, si tu changes d'avis et que finalement tu votes pour la réforme des retraites, ça c'est il y a 3 jours, tu auras ce que tu veux pour ta circonscription. Bon, c'est de l'achat de voix. Je crois quand même qu'une plainte a été déposée pour corruption. Et c'est très bien qu'une plainte ait été déposée. D'autres députés ont fait les mêmes témoignages. Ce sont des choses qui démontrent l'état de délabrement moral de notre régime. On en est à ce point-là. Il faut que les gens comprennent quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme des retraites est vraiment ce qui provoque cette colère des Français, ou est-ce que finalement c'est un peu l'augmentation des carburants pour les gilets jaunes, c'est-à-dire l'étincelle qui met vraiment le feu aux poudres dans un contexte extrêmement compliqué pour toute la population française? Oui, je crois que c'est l'étincelle sur un sujet auquel les Français sont extrêmement attachés.
de tout temps, parce que la retraite, c'est un côté... si vous voulez, c'est pas simplement que du calcul de trimestre. Pour certains, c'est quand même un aboutissement après une vie très dure. C'est des projets qu'on construit ensemble. C'est des liens intergénérationnels qu'on va pouvoir mieux faire fonctionner. C'est des moments d'affection. C'est des moments où on se cultive aussi, où on peut voyager, découvrir. Donc c'est quelque chose qui est très important, même symboliquement, la retraite. Donc je pense que c'est effectivement une étincelle qui s'ajoute à plein de... Qu'est-ce qu'on s'en prend dans la figure depuis quelques années là, le Covidisme dingue, la Troisième Guerre mondiale à nos portes, l'inflation délirante, la destruction de notre système énergétique et avec des faillites en cascade d'entreprises, de boulangers, etc. Et on nous ajoute maintenant cette histoire des retraites. Enfin, si vous voulez, évidemment qu'à un moment ça déborde. Ça aurait dû déborder depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais tant mieux si ça se fait. Maintenant, la question c'est, il y a cette éruption de colère, il faut qu'elle provoque quelque chose derrière de construit. Vous voyez, une alternative réelle. Il faut que la France, le peuple français se dégage de ce que j'appelais cette imposition supranationale. Il faut qu'il reprenne les rênes de son destin. Et en reprenant les rênes de son destin, il n'aura plus ces espèces d'équipes, cette clique macroniste, ces gens-là, il y en a eu d'autres avant, qui sont des traîtres à la patrie. Vraiment, des traîtres. Des gens qui trahissent, qui sont dans la haute trahison permanente. Et on pourra décider de notre avenir. La paix ou la guerre, notre système énergétique, 4 fois moins cher, parce qu'on va le renationaliser, on sortira du marché européen d'électricité, combattre les sources de l'inflation réellement, réindustrialiser notre pays, remettre un peu d'harmonie, même j'ai presque envie de dire un peu de douceur dans notre pays, alors que c'est devenu très dur de vivre en France, on sent un climat de tension, de stress, de haine, etc. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Pour ça, il faut un projet politique. Et là, je me différencie d'un peu de ce qui avait été fait avec les Gilets jaunes, que j'avais beaucoup soutenu, notamment au début, parce que c'était un bel élan, mais qui avait absolument refusé toute dimension politique. Je crois qu'ils avaient confondu la politique politicienne, qui moi aussi me révulse comme elle les révulse, parce que c'est dégoûtant. Le marécage politicien, les petits accords, les choses, ça c'est affreux, les trahisons. Ils ont confondu ça avec la politique, avec un P majuscule, qui veut dire s'occuper des affaires de la cité. Et ça, c'est indispensable. Il faut qu'on le prenne en main, ça. Il faut que les résistants dans la rue prennent en main la politique. Parce que sinon, d'autres le feront à leur place pour eux et pour leurs enfants. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas reproduire cette erreur-là. Il ne faut pas se dire la politique, tout ce qui est politique, je ne veux pas en entendre parler. Parce que sinon, on va tourner en rond sur son rond-point et ça ne mènera à rien. Et donc, il faut faire attention à ça. Moi, je suis assez optimiste quand je vois quand même les capacités de réaction et de résistance du peuple français. C'est très dur ce qu'on a face à nous, mais il se passe des choses très intéressantes dans le pays. Ça n'a pas commencé il y a 3 jours avec cette histoire des retraites, ça a commencé depuis plusieurs années. Voilà, on sent que ça boue, ça cherche, ça va à un moment, comme le volcan, paf, l'éruption, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Mais elle arrive à un moment et c'est violent. Et c'est violent, mais il faut que ce soit violent dans le sens au moins symbolique pour que ça entraîne une vraie rupture. Alors, s'il y a dissolution, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron perdra peut-être de nombreux députés. Pour autant, est-ce que l'opposition peut s'attendre à une alternative majoritaire, ou plutôt à une majorité alternative? Est-ce que finalement, il peut y avoir un ensemble qui soit suffisamment puissant pour faire face à Emmanuel Macron? Parce que finalement, on nous a expliqué aux dernières législatives que c'était génial puisqu'Emmanuel Macron n'avait plus de majorité absolue mais une majorité relative. Bon, alors effectivement, il n'a plus la majorité absolue, il est obligé de gouverner avec le 49-3. Bon. Oui, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est en fait une roue de secours de Macron, une grande partie des LR. Et en réalité, ce qu'il faudrait derrière, c'est construire une vraie alternative majoritaire. Mais aiguillée sur mais même si on tirait les Républicains, on ne va pas faire une majorité avec des votes conjoints entre LFI, entre NUP et RN, etc. Oui, mais je pense que tout peut se reconfigurer. Il peut y avoir un pôle patriotique, souverainiste, bien plus puissant qu'aujourd'hui et bien plus conséquent. Pour ça, il suffit de quelques... C'est pour ça que je dis que c'est important qu'il y ait des députés vraiment résistants, vraiment frexiteurs, vraiment sérieux, solides, parce qu'il faut aiguillonner, si vous voulez, le pôle patriotique souverainiste. Parce que les patriotes et les souverainistes, ils ne sont pas toujours les bienvenus dans les manifestations actuelles.
Ah non, dans les manifs de la CGT, etc. Non, alors il y a plein de gens de chez nous qui vont dans les manifs retraite, et je vais vous dire même ce dont vous avez parlé là, les marches à la Concorde ce jeudi soir et vers l'Élysée, il y avait plein de gens de chez nous. Moi, je recevais des vidéos en direct, etc. Mais après, officiellement, non. Malheureusement, il y a des réflexes sectaires dans ces syndicats. C'est complètement idiot, c'est complètement stupide. Enfin, c'est comme ça. Mais en revanche, vous savez, l'inverse n'est pas vrai parce que nous sommes très ouverts dans nos manifestations et on accueille absolument tout le monde. Ce que je dis simplement, c'est qu'il suffit de quelques figures fortes pour aiguillonner, qu'il y ait un aiguillon de ce mouvement, de ce pôle souverainiste patriotique vers des vraies positions de rupture, des vraies positions alternatives. Et ça, je pense que c'est possible. Je pense que le pays est mûr pour cela. Voilà. Après, je redis ce que je vous ai déjà dit, il ne faut pas tout attendre des urnes. Cette élection législative peut être très intéressante, mais elle ne sera peut-être pas la baguette magique que certains croient. Ce n'est pas vrai. Il faut que le peuple français comprenne où sont ses intérêts, où sont ses problèmes, où sont ses solutions. Mais qu'il en ait une vision claire. Tant qu'il n'a pas une vision claire, qu'il est un peu dans le brouillard, de toute façon, soit il votera plus, soit il votera mal, soit il votera à moitié bien, à moitié mal, et ça ne servira pas à grand-chose. Vous l'avez dit, depuis presque un an, on est dans cette situation, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail au jour le jour de résistance, de terrain, de faire se rencontrer des gens qui ne se parlaient pas, de réunir des chapelles politiques qui ne voulaient pas se parler. Vous voyez, c'est pour ça que nous, en particulier, ce rôle d'aiguillon, on essaie vraiment, en patriote, de le jouer de manière très solide. Et je crois que c'est ça qui produira ses fruits. Aujourd'hui, il n'y a pas 25 méthodes pour essayer d'avoir une influence sur le pouvoir politique. Il y a les urnes ou la révolution. Si vous voulez, il y a une alternative, c'est la sécession. Non, mais attendez, le travail qu'on fait au jour le jour pour former les gens, pour les mener vers les bonnes, pour ouvrir, pour éveiller les gens vers les bonnes solutions, je le pense, c'est un travail qui n'est ni la révolution au sens strict du terme, ni simplement les urnes. Vous voyez, il ne faut pas opposer les choses. Et peut-être que tout ce qu'on fera amènera une forme de révolution, parce qu'à la fin, on aura eu une politique complètement différente de ce qu'on avait avant. L'objectif, c'est que ça se concrétise dans les urnes plus tard. Mais je suis d'accord, mais le pôle dont je vous parle, patriotique, souverainiste, il pourrait se fixer une première décision très concrète à prendre, créer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en France, sur tout sujet. Parce que si on crée cet outil-là, ça débloque plein de choses derrière. Imaginez qu'on aurait eu le RIC là, sur la réforme des retraites. C'était réglé en 3 secondes. Le Rassemblement national voulait une motion référendaire, d'ailleurs. Oui, mais la motion référendaire, c'est les outils qu'on a actuellement. Vous savez que la motion référendaire ne déclenche pas de référendum. Non, c'est la première étape. Bon, oui, c'est la première étape qui est bloquée tout de suite. Parce que non, l'intérêt de la motion référendaire, si elle avait été votée, il fallait qu'elle soit votée, ça aurait été mieux, c'est qu'on aurait gagné un mois. Parce qu'en fait, ça bloque un peu ça gèle un peu les choses pendant 30 jours. Ensuite, c'est négocié par le Sénat. Mais ensuite, ça arrive sur le bureau du président de la République. Et c'est lui qui décide s'il veut faire ou pas un référendum. Bon, là, on sait très bien qu'il l'aurait effectivement déchiré, mis à la poubelle. Mais ceci dit, on aurait gagné 30 jours. C'était le seul intérêt. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que le vote d'une motion référendaire entraîne un référendum. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que les outils actuels de la Constitution ne le permettent pas. Donc il faut créer, voilà, une majorité alternative pourrait déjà se fixer comme premier objectif, peut-être le seul premier objectif, création d'un référendum d'initiative citoyenne en France sur tout sujet. Et à partir de là, vous débloquez plein de choses. Après, on peut parler immigration sérieusement, on peut parler souveraineté, on peut parler politique étrangère, on peut parler retraite, on peut parler de plein de choses. Et il faut débloquer ça. Florian Philippot, on l'a compris, vous ne voulez pas désespérer Billancourt, mais est-ce que vous êtes confiant pour les mois qui viennent ? Moi, je suis pas l'illuminé qui regarde béatement les choses en disant on va y arriver, c'est le grand soir, etc. Vous savez, je suis très lucide sur la force du système en face. Il gère mal, mais il se défend bien. Et sur les intérêts en jeu en face, ce sont des intérêts considérables. Mais je pense que ce sont des géants en pied d'argile, et ça, je le pense sincèrement. Parce qu'ils sont fondés sur une légitimité qui n'existe plus. Plus personne ne les croit. Vous savez, c'est la fin de l'URSS. On faisait croire, tout le monde faisait croire qu'il y croyait. En fait, plus personne ne les croyait. C'est même l'inverse maintenant. On lisait la Pravda, qui voulait dire vérité, je crois, Pravda. Et en fait, il y avait un espèce de narratif officiel. C'est le BFM TV des temps modernes. Il y a le narratif officiel, où Macron est un génie. Quand il va en Afrique, il est formidable. Alors qu'on a vu, nous, la réalité.
On a vu un homme en état de délabrement personnel total, avec sa bouteille de bière à la main, les yeux hagards, et avoir des réactions diplomatiques ridicules. Il nous a mis mal encore de nouveau avec quelques pays supplémentaires. Nous, on voit la réalité. Donc il y a la vérité officielle, le BFM TV officiel qui surnage là. Macron est extraordinaire, c'est la Startup Nation, nous n'avons pas mieux, etc., etc. Et puis la réalité que vivent les gens. Et ça fait que ces géants sont au pied d'argile, parce qu'ils sont fondés sur une légitimité et une vérité qui n'existe plus. Et ce qu'il faut simplement, c'est qu'à un moment, on sache, se libérer de ce système-là. Et tout viendra d'un coup. Hein. L'Union européenne, l'OTAN, Macron, tout ça, c'est le même système, c'est les mêmes gens. Hein. Vous avez vu qu'Ursula, je l'aime bien, je la cite quand même un moment parce qu'elle est importante dans le système. Ursula vise à être secrétaire générale de l'OTAN en 2024. Ouais. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'est le même système, c'est les mêmes gens. Si un s'écroule, tout s'écroule. Ce n'est pas des combats parallèles, indépendants les uns des autres. C'est le même combat, c'est contre le mondialisme. Et ce qui est intéressant pour les Français, et pour répondre à votre question, pourquoi on peut être raisonnablement confiant quand même, c'est que ce combat n'est pas mené qu'en France. Vous avez les mêmes termes du débat aux États-Unis actuellement, les mêmes termes du débat sur ce qui se passe, les procès du covidisme. Sauf qu'eux, ils sont plus avancés que nous. Parce qu'ils sont en train de faire les grosses commissions d'enquête que nous, on ne fait pas. Ça aussi, par exemple, une majorité alternative pourrait dire, nous, dès qu'on prend le pouvoir, on lève le secret défense sur le covidisme. Ça serait intéressant parce qu'on va en apprendre des choses. Et puis... on aurait peut-être des lockdown files à la française. Des lockdown files. Alors, ce combat, il est mené, mais il est mené aussi par des Allemands, il est mené par des Italiens, il est mené par des Anglais. C'est très intéressant. On peut même avoir une vision géopolitique des choses en disant que ce qui se passe sur l'Ukraine, c'est deux visions du monde quand même qui s'affrontent. Et il y a le nouveau monde des BRICS, l'ancien monde anglo-américain, comment des choses qui se recomposent, l'Arabie Saoudite qui fait la paix avec l'Iran. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, qui est une créature américaine complètement à la base, ça a été créé par les États-Unis, aujourd'hui échappe totalement à son créateur et va faire des choses qui déplaisent souverainement à l'empire américain. Ça veut dire que cet empire est au pied d'argile, qu'il est en affaiblissement d'influence terrible. C'est intéressant ça. Alors, je ne dis pas que demain on doit devenir saoudien ou chinois ou russe ou brésilien. Je ne dis pas du tout ça, on est français. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver un espace pour être un pont entre deux mondes. Donc, moi je trouve ça enthousiasmant. Il faut se battre, il faut y croire, il faut avoir le moral. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être béat, il ne faut pas être illuminé. Il faut se battre sérieusement, très sérieusement et faire tout ce qu'on peut faire. On n'a pas d'autre chose à faire de toute façon. Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir été à nos côtés. Merci à tous de nous avoir suivis. Florian Philippot, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il vous donne rendez-vous à la manifestation à Port-Royal. Je me permets de le rappeler si à vous êtes 14 intéressés. Merci à tous en tous les cas de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, on partage, on commente et bien sûr on clique sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.